Ok, décortiquons tout ça en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est, disons, l'une des plus anciennes et des plus vertigineuses de l'histoire. Et des plus clivantes aussi, il faut bien l'avouer. Bah ça oui, extrêmement clivante. On parle bien sûr de l'hypothèse d'un Dieu créateur, mais attention, on ne va pas du tout aborder ça sous l'angle du dogme religieux ou de la théologie pure. Non, en fait, le point de départ de notre exploration, c'est une très longue entrevue issue de la chaîne Dialogues par Fabrice Midal. Une discussion avec Michel-Yves Bolloré, qui est le co-auteur du livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Un livre qui a fait l'effet d'une vraie bombe éditoriale récemment. C'est le moins qu'on puisse dire, et il faut poser un cadre extrêmement strict dès le début. Notre objectif aujourd'hui n'est absolument pas de prendre parti. Voilà, on ne valide ni les croyances religieuses, ni l'athéisme militant. Exactement. L'approche est purement objective. L'idée, c'est vraiment d'extraire de cette source les arguments scientifiques et historiques qui y sont avancés, pour comprendre comment la science du XXe siècle a pu relancer un débat qu'on pensait totalement clos. Et c'est justement ce qui rend la démarche si captivante. L'entretien souligne un fait de société assez fascinant. Aujourd'hui, on observe une division presque parfaite sur cette question, du 50-50. Un clivage très intime, oui. C'est ça traverse même les familles. On a tous en tête des repas dominicaux avec un père très croyant, une mère athée convaincue, ou l'inverse, qui s'écharpe gentiment sur le sujet. Pour structurer tout ça, j'aimerais reprendre une image, une allégorie assez poétique du pape Jean-Paul II, qui est citée dans l'échange. Vas-y. Des expériences mystiques, de la foi. Et la seconde aile, c'est celle de la raison pure, de la rationalité scientifique. Et pour être très clair avec ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on ampute volontairement l'oiseau d'une de ses ailes. On ne garde que la raison, oui. On laisse l'expérience mystique au vestiaire. Tout à fait. Et si on veut bien comprendre les arguments de la source, il faut faire un petit saut dans le temps. Regardez la trajectoire des sciences, du XVIe au XIXe siècle. C'est ce que l'ouvrage appelle l'ère des humiliations. Attends, humiliation, c'est un mot très fort. Qu'est-ce que l'auteur entend par là? On découvrait juste le fonctionnement du monde, non? Sur le plan purement mécanique, oui, c'est une avancée. Mais philosophiquement, c'était un déclassement total pour l'ego humain. Prenons la première humiliation avec Copernic et Galilée. Le géocentrisme s'effondre. La Terre n'est plus le centre de tout. Voilà. L'humain réalise qu'il habite un simple caillou qui tourne autour d'une étoile tout à fait banale. Ensuite, boum, humiliation mécanique avec Isaac Newton. Avec la loi de la gravité. C'est ça. Newton démontre que l'univers fonctionne en fait comme une immense horloge hyper prévisible. Et la conclusion philosophique à l'époque, c'est que si on a une horloge parfaite, on n'a plus besoin d'un horloger qui vient ajuster les rouages tous les matins. Logique. Et ensuite, on arrive au 19e siècle, et là, ça s'enchaîne. Il y a Buffon qui parle de l'âge très ancien de la Terre, puis Darwin avec l'évolution. Nouvelle humiliation, l'humain n'est plus une création magique isolée, il descend de primates. Et le coup de grâce vient souvent avec Freud, qui nous dit qu'on n'est même plus maître de notre propre esprit à cause de l'inconscient. Donc le constat au début du XXe siècle, c'est que le matérialisme a gagné par chaos. Victoire totale, oui. Le consensus de l'époque, c'est que la matière est éternelle, qu'elle a toujours été là, et que la vie est juste un accident statistique. Mais, et c'est là que l'entretien devient vraiment croustillant, le XXe siècle va tout renverser. Et la surprise, c'est que ce retournement ne vient pas de philosophes, mais des scientifiques matérialistes eux-mêmes. C'est l'ironie suprême. 3 découvertes scientifiques majeures vont complètement dynamiter ce confort matérialiste. Le premier grand pilier soulevé par les auteurs, c'est la question du début et de la fin de l'univers. Le Big Bang, pour faire simple. Pour bien comprendre le choc, il faut s'imaginer en 1922. La star absolue, c'est Einstein. Albert Einstein, oui. Et sa conviction intime, partagée par tout le monde, c'est que l'univers est éternel, infini et stable. Parce qu'un univers éternel, c'est pratique. Il n'a pas besoin de créateur puisqu'il a toujours été là. Sauf que ses propres équations de la relativité générale disent le contraire. Ses calculs montrent un univers en mouvement, en expansion. Et là, sa réaction est folle. Au lieu d'accepter le résultat, il va trafiquer l'équation. Littéralement. Il invente un chiffre bidon, la constante cosmologique, juste pour forcer l'univers à rester figé sur le petier. Il va même snober les travaux d'un physicien russe, Alexandre Friedman, qui avait corrigé ces équations. Einstein est vraiment dans le déni.
Jusqu'à l'arrivée d'un personnage historique incroyable, Georges Lemaître. J'adore cette histoire. Lemaître est un astrophysicien belge brillant, mais il a un profil qui crispe la communauté scientifique de l'époque. Il est prêtre catholique, il porte la soutane. C'est ça. Et Lemaître regarde les observations des télescopes qui montrent que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et il fait une déduction d'une logique implacable. Si elles s'éloignent aujourd'hui, c'est qu'hier elles étaient plus proches. Et si on rembobine le temps jusqu'au bout, tout devait être concentré en un seul point infiniment dense. Lemaître appelle ça l'atome primitif. Mais l'accueil est glacial. Un univers qui a un point de départ absolu, ça rappelle beaucoup trop la Genèse, le fameux « que la lumière soit ». Les matérialistes détestent ça. D'ailleurs, le nom Big Bang vient d'une moquerie. Un astronome britannique, Fred Hoyle, a utilisé ce terme à la radio de façon super sarcastique pour ridiculiser l'idée de Lemaître. Et la moquerie est devenue le terme officiel. Jusqu'en 1964, où là c'est le coup de tonnerre. Arno Penzias et Robert Wilson, d'ailleurs Wilson a préfacé le livre dont on parle, travaillent sur une antenne radio géante. Et ils captent un bruit de fond micro-ondes persistant venant de partout dans l'espace. L'écho du Big Bang, le rayonnement fossile. L'univers a donc eu un commencement, il y a environ 13,8 milliards d'années. L'univers éternel d'Einstein est définitivement mort. Et c'est là que l'analyse de l'ouvrage devient très pointue. Elle convoque la philosophie antique. Le fameux principe de Lucrèce, rien ne vient de rien. Ex nihilo nihilo. Le néant, c'est l'absence d'espace, de temps, de matière. Donc si l'univers a commencé, il n'a pas pu se créer lui-même à partir de rien. La logique veut qu'il y ait une cause extérieure, immatérielle et hors du temps. Bien sûr, la source explique très honnêtement que le camp matérialiste a une contre-théorie. C'est la théorie des multivers. L'idée que notre univers n'est qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles invisibles. Oui, mais comme le soulignent les auteurs, croire en des milliards d'univers qu'on ne peut ni voir ni mesurer, c'est finalement aussi un acte de foi. Et cette idée de multivers, on va en avoir besoin pour le deuxième pilier de l'ouvrage, le réglage fin de l'univers. Ça, c'est sans doute le point qui donne le plus le vertige. Pour l'expliquer, Fabrice Smidal et Michel Live-Bolloré utilisent une très belle analogie. Imaginez le cockpit d'un Boeing 747. Sauf qu'à la place des commandes normales, on a une trentaine de cadrans numériques hyper précis. Chaque cadran représente une constante physique. La gravité, la vitesse de la lumière, la masse de l'électron... Et ces constantes, elles ne sont pas du tout flexibles ? Jouons un peu avec pour voir. Si on prend le cadran de la force de gravité et qu'on le baisse d'un minuscule cran, genre à la 15e décimale après la virgule, il se passe quoi ? C'est la catastrophe cosmique. L'avion s'écrase, si la gravité est un poil plus faible, la matière s'éparpille trop vite après le Big Bang. Aucune étoile ne peut se former. Pas d'étoile, pas de carbone, pas de vie. Et si on tourne le cadran à chouïa dans l'autre sens ? La gravité est trop forte et l'univers s'effondre sur lui-même en quelques secondes. Un Big Crunch. Et ça, c'est valable pour la trentaine de cadrans en même temps. Le réglage est diaboliquement précis. Et les auteurs précisent bien qu'il n'y a aucun débat chez les scientifiques sur ce constat mathématique. Le désaccord porte uniquement sur la conclusion à en tirer. Il n'y a en gros que deux explications possibles face à ce tableau de bord cosmique. La première, c'est qu'il y a un régulateur intelligent, un créateur, qui a calibré les cadrans exprès. Et la parade matérialiste ? C'est le hasard absolu, via les multivers. Les chances d'avoir les bons réglages du premier coup sont de 1 sur 10 puissance 500. C'est un chiffre qui a plus de zéro qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. C'est inimaginable. Qui tire le ticket gagnant, et nous, on serait ce fameux ticket gagnant au grand loto cosmique. Ça demande une gymnastique mentale assez impressionnante de croire à ça. Ce qui nous amène directement au troisième pilier. On quitte l'astrophysique pour plonger dans le monde de l'infiniment petit, la biologie cellulaire. Le passage de l'inerte qu'en vivant. Ça, c'est un énorme gouffre pour le matérialisme. À l'époque de Darwin, les microscopes étaient très basiques. Darwin imaginait qu'une simple flaque d'eau tiède frappée par la foudre pouvait, par hasard, assembler quelques molécules et créer la vie. La théorie de la soupe primitive. Sauf qu'avec les microscopes électroniques modernes, la source nous explique que cette vision romantique est totalement dépassée. Une cellule vivante, c'est comparé à une usine chimique ou au dernier iPhone. C'est d'une complexité ahurissante. Il y a des rotors, des navettes de transport, de la production d'énergie. Et surtout, il y a de l'information. L'ADN, l'ARN, c'est un langage de programmation. Or, l'expérience nous montre que du code structuré, ça vient toujours d'une intelligence, jamais d'un accident thermodynamique.
Et cette usine a une capacité miraculeuse. Elle s'auto-répare et se reproduit à l'identique. Penser que le hasard pur a pu assembler le manuel d'instruction complet de la première cellule vivante à partir de poussière, c'est aujourd'hui considéré mathématiquement comme presque impossible. Donc, selon l'ouvrage, ces trois piliers, le Big Bang, le réglage fin et la complexité de l'ADN, forment un nouveau consensus qui pointe sérieusement vers une intelligence créatrice. Mais l'analyse ne s'arrête pas aux sciences dures. L'entretien aborde un tout autre domaine, beaucoup plus contre-intuitif. L'histoire et la rationalité hors de la science. Oui, le focus sur le peuple hébreu dans l'Antiquité. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi s'attarder sur une petite tribu nomade. Parce que leur vision du monde est une anomalie historique totale. Imaginez l'Antiquité. L'Égypte, Babylone, de grands empires avec des pyramides, des érudits, des astronomes. Des superpuissances. Exactement. Et tous ces grands empires adorent le soleil et la lune comme des dieux surpuissants qui dirigent les humains. Et au milieu de tout ça, vous avez les Hébreux. Sans technologie, sans pyramide. Et ils affirment exactement le contraire. Dans la Genèse, ils disent que le soleil et la lune ne sont que de simples luminaires, des lampadaires, créés uniquement pour éclairer le jour et la nuit. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'on désacralise la nature. Elle n'est plus divine, elle obéit à des lois extérieures. Et les auteurs soulignent la préscience de ce petit peuple. Ils sont les seuls à dire que l'univers a eu un début absolu et aura une fin. L'intuition du Big Bang, 3000 ans avant la science. L'ouvrage voit ça comme une forme d'intuition révélée, parce que c'est trop gros pour être un simple coup de chance. Mais bon, soyons l'avocat du diable une seconde. Je t'écoute. Le texte biblique dit que le monde a été créé en 7 jours. La science nous dit 13,8 milliards d'années. L'erreur est monumentale quand même. Comment la source gère cette contradiction ? L'explication donnée est vraiment passionnante. Elle relève de la linguistique. Dans l'Antiquité, le concept et le mot pour milliard n'existent tout simplement pas. Le terme n'a été inventé en France qu'au XIIIe ou XIVe siècle. Donc le rédacteur ne pouvait physiquement pas écrire 13 milliards d'années. Voilà. Le but de la Genèse n'était pas de faire un manuel d'astrophysique. Le but était de libérer les gens de la pensée magique en expliquant que la création était un processus progressif, étape par étape. Le mot hébreu « yom », traduit par « jour », peut aussi signifier une longue période de temps. Ça change tout. Mais il y a un autre gros blocage. L'origine de l'homme. La Bible dit qu'il vient de la terre, de la poussière. Darwin dit qu'il vient du singe. Ça semble irréconciliable. Pour ça, l'expert de la source utilise une analogie géniale, l'analogie du train. Imaginez quelqu'un qui prend le train à Marseille. Il fait une escale à Mâcon, puis il arrive à Paris. D'accord. Son ami l'accueille à la gare de Paris et lui demande d'où il vient. Il va répondre « Je viens de Marseille ». Il ne dira pas « Je viens de Mâcon », parce que Mâcon n'était qu'une étape, pas l'origine du voyage. Si on transpose ça à la biologie... Paris, c'est l'humain d'aujourd'hui. Mâcon, c'est notre ancêtre primate. Et Marseille, le grand point de départ, c'est quoi ? C'est la matière première originelle, la fameuse cellule Lucas, le dernier ancêtre commun universel, qui vient elle-même de la poussière d'étoiles et de la chimie terrestre. Donc dire que l'homme vient de la Terre, c'est en fait remonter philosophiquement à la toute première gare, à Marseille. C'est une vision métaphysique beaucoup plus globale que de s'arrêter bêtement à l'étape du singe. Toutes ces réflexions amènent forcément à se poser une question sur le titre du livre, le mot « preuve ». Dieu, la science, les preuves. De quel type de preuve on parle ici ? C'est un point épistémologique crucial. Il ne s'agit pas du théorème de Pythagore. Non, en maths, une fois que c'est prouvé, c'est irréfutable, le débat est clos. Ici, l'entretien précise bien qu'on est sur le terrain de la preuve juridique. Comme dans un grand procès. Dans un tribunal, on a rarement une vidéo parfaite du crime. Le jury doit trancher à partir d'un faisceau d'indices. On croise les traces d'ADN, les mobiles, l'expertise balistique. C'est ça. Chaque indice pris isolément peut être débattu par l'avocat de la défense. Mais quand des dizaines d'indices venant de disciplines indépendantes pointent tous vers la même conclusion, le dossier devient extrêmement lourd. Donc les auteurs soumettent ce dossier, le Big Bang, le réglage fin, l'ADN, l'histoire hébraïque, au jury. Et le jury, c'est chaque personne qui lit ou écoute. C'est à eux de tirer leurs conclusions. Ce qui respecte totalement la liberté de conscience.
Et d'ailleurs, l'échange rebondit sur une pensée magistrale du philosophe Blaise Pascal. Pascal se demandait pourquoi, si Dieu existe, il ne fait pas un miracle géant dans le ciel pour clore le débat instantanément. Une preuve aveuglante, en somme. Oui. Et Pascal répond que si la preuve était trop absolue, l'humain perdrait sa liberté. On serait contraint d'y croire, comme on est contraint de subir la loi de la gravité. Or, la spiritualité demande un libre choix. La fameuse phrase de Pascal, « Il y a assez de lumière pour ceux qui désirent voir et assez d'obscurité pour ceux qui préfèrent ne pas chercher », c'est très profond. La preuve scientifique s'arrête délibérément au bord du gouffre de la certitude absolue. Elle laisse la place à la liberté de chacun de faire le saut ou non. Bon, essayons de résumer un peu ce vaste paysage intellectuel qu'on vient de traverser. Ce qu'on retient de cette analyse, c'est cette formidable ironie historique. La physique du 19e siècle semblait avoir enterré l'idée d'un créateur. Totalement enterré. Mais la science moderne, la relativité, la quantique, la génétique, toutes ces disciplines ont fourni malgré elles un faisceau d'indices convergents qui défient le matérialisme pur. En gros, le but de cette exploration, c'est de montrer que la rationalité scientifique n'est plus en guerre contre l'hypothèse d'une intelligence créatrice. Les deux dialoguent à nouveau ensemble, de façon très rigoureuse. On n'a plus besoin de poser son cerveau à l'entrée pour s'intéresser à ces questions. Et pour clore ce décryptage, j'aimerais partager une ultime pensée soulevée par la source. Une idée assez provocatrice qui dépasse les simples mathématiques. L'auteur mentionne que si ce créateur existe, son but en créant cet univers incommensurable n'était pas juste de faire une démonstration technique, mais d'avoir, je cite, des enfants de plus et des amis de plus. C'est une finalité purement relationnelle. Absolument, et ça amène à réfléchir. Et si le but ultime de toute cette quête, entre les galaxies, le réglage fin des constances et l'ADN, ce n'était pas d'obtenir une équation mathématique irréfutable validant l'existence de Dieu? Mais quoi alors ? Et si le but, c'était d'observer comment cette recherche elle-même nous transforme? Comment l'émerveillement intellectuel face au mystère de la matière cultive notre humilité et élargit notre conscience? Le voyage serait donc presque plus important que la destination mathématique. La quête de sens à travers la science développe notre humanité. C'est exactement ça. Une très belle perspective pour refermer notre dossier d'aujourd'hui. Continuons de nous émerveiller, d'interroger la complexité du monde avec rationalité et ouverture. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse de fond.